Passerai à l'infirmerie. McCoy à l'intérieur. Prof, Oui, capitaine. j'ai quelque chose à vous dire. I'm talking about you. I'm talking about me. Long time back when the galaxy was new. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous voici de retour dans cette émission produite par In the Mood for la version française, où nous nous consacrons à la lecture de Star Trek, Le règne des profondeurs, écrit par l'auteur Howard Weinstein. Devant votre engouement sans faille suite au premier chapitre, et à votre demande explicitée par un commentaire qui s'est fait le porte-parole d'une volonté que nous savons, il va sans dire, unanime, nous avons décidé de lancer le chapitre 2 du roman. Dans le dernier épisode, le lieutenant Shayna Mabrey a fait ses premiers pas à bord du vaisseau USS Enterprise. Sa rencontre avec les différents membres de l'équipage est entravée par sa grande timidité. Une mission d'urgence sur Vespra 5, qui est menacée par la famine, oblige l'Enterprise à changer de route. Le capitaine Kirk envoie néanmoins une délégation composée du commandeur Spock et du lieutenant Chekhov vers leur destination initiale, Akala. Là-bas, ils doivent faire état des avancées d'un groupe de scientifiques sur leurs recherches concernant les écosystèmes marins de cette planète. Looking for the good land, going astray. Don't cry, don't cry. Oh, I can't have honey, and I can't have cream. Gonna live, not die. Gonna live, not die. Chapitre 2. Journal de bord de l'amiral, date stellaire 7823.6. Tandis que l'ingénieur Scott supervise le transfert de l'équipement des fournitures et du personnel de la base 18 sur l'Enterprise, l'officier scientifique Spock et le lieutenant Chekhov équipent la navette de reconnaissance Cousteau. Ils partiront avant nous pour Akala afin d'évaluer les travaux menés depuis 13 mois par le docteur Cynthia McPhillis et ses collaborateurs. Akala est d'un grand intérêt scientifique en raison de son écologie inhabituelle. Elle fait partie d'une poignée de planètes presque entièrement maritimes, mais ayant développé une variété normale de flore et de faune, y compris une forme de vie humanoïde intelligente. Cela semble une mission de routine, facile à remplir pour 2 de mes meilleurs officiers. Mais Starfleet nous a signalé certaines difficultés. Même si Akala est membre de la Fédération, elle est abluffée d'un gouvernement à tendance despotique. Le manque de communication directe entre l'équipe de McPhillis et Starfleet n'a pas d'autre raison. Les protestations officielles de la Fédération n'ont eu aucun effet. Le vaisseau stellaire restait en orbite à environ 200 km de l'immense station spatiale abritant la base 18. Sa forme évoquait une étrange altère, dotée de modules d'amarrage de chaque côté d'un long cylindre central. Chaque module pouvait accueillir jusqu'à une douzaine de vaisseaux de tonnage variable. Mais le trafic était rarement saturé dans ce quadrant de l'espace. L'Enterprise était le seul bâtiment d'importance dans le secteur. Kirk pianota sur l'accoudoir de son fauteuil. Il devait attendre, une position peu enviable, pendant que ses hommes faisaient le travail. Il vérifia le chronomètre et bascula le commutateur sur l'intercom. « Bones, où en êtes-vous » McCoy apparut sur l'écran principal. « J'ignore ce qui se passe là-dessous, Jim, mais la base semble incapable de téléporter les gens et le cargo en même temps. Jusqu'à ce qu'il ait fini de remplir nos compartiments, personne ne peut embarquer. Et moi, je fais le pied de grue. » Gardant McCoy en ligne, Kirk contacta l'ingénieur Scott. « Monsieur Scott ?» Scott apparut, de la sueur perlant au front. « Oui, monsieur ?» Le docteur McCoy dit que la base ne téléportera personne tant que le chargement n'a pas été effectué. « Je n'en crois pas mes oreilles. Il était censé utiliser les navettes pour ça. Le plan était de combiner les deux. On jurait qu'ils sont en train de pique-niquer au lieu de faire leur boulot. Voulez-vous que je les appelle ou que je leur mette un peu de plomb dans la tête ? » Il semble que vous ayez déjà assez à faire. Terminez-en, Scotty, on va se charger du reste. Le pont du fret disparut de l'écran. McCoy revient en visuel. Ils s'en tirent comme des manches, Jim. Eh bien, je pense qu'on va régler ce problème sur le champ. Restez à l'écoute, Bones.
Vous allez avoir des invités d'une seconde à l'autre. L'écran redevient noir. Kirk se tourna vers son officier des communications. Ouara, montez à l'assaut du labyrinthe bureaucratique. Bon courage. Elle tapota sur sa console. Comptez sur moi, monsieur. Kirk, au cousteau. Votre rapport, Spock? Spock à l'inter. Nous venons de vérifier les systèmes. Monsieur Spock, intervient Chekhov. Nous pouvons décoller. Merci, monsieur Chekhov. Je présume que vous avez entendu, amiral. Oui, bonne chance, Spock. Le Cousteau est un bon petit navire, à ce que j'ai entendu dire. Avez-vous une idée sur le moment de notre rendez-vous à Akala? À l'heure présente, j'ignore quand nous repartirons d'ici, mais ça ne devrait pas prendre plus de 2 ou 3 jours. Nous devrions avoir progressé d'ici là. Nous nous reverrons bientôt, Spock. Nous resterons en contact en cas d'imprévu. Kirk, terminé. Dans la navette scientifique, Spock et Chekhov étaient assis à leur poste côte à côte. Prêt pour le départ, monsieur, dit le Russe en maintenant les commandes de navigation d'une main experte. Sur l'écran qui leur faisait face, ils virent des panneaux du hangar des navettes glisser, révélant le vide de l'espace. Le feu vert fut donné, une voix féminine se fait entendre. Prêt pour le départ, Cousteau. Prenez soin du canot, commandeur Spock. Souvenez-vous qu'il est en location. Bon voyage. Merci. Contrôle de la base, répondit Spock. Chekhov, larguez les amarres. Le voilà, s'exclama Ouara. Elle modifia le champ de l'écran pour que l'équipage de la passerelle puisse assister au départ de leurs collègues. Le Cousteau était bleu-azur. Les dauphins, bondissants, étaient dessinés sur son flanc, à côté de son nom et de son matricule. Spécialement conçu pour explorer les mondes marins, il pouvait amérir ou atterrir indifféremment et même fonctionner comme un submersible. Chekhov modifia l'altitude de la navette et dépassa l'Enterprise. Les deux vaisseaux firent clignoter leurs lumières phares en signe de salut. Cap sur Akala, vitesse de distorsion 3. Il poussa l'accélérateur d'une main ferme. Les moteurs s'allumèrent et avec l'effet d'arc-en-ciel caractéristique, la navette entra dans l'hyperspace. Spock savait pourquoi on l'avait chargé d'évaluer le travail de l'équipe d'Akala. Il était l'officier scientifique de l'Enterprise et possédait une expérience inégalée. Il avait souvent évalué des sections scientifiques du vaisseau. Sa nomination était logique. Pourtant, il ne pouvait se défendre d'un léger malaise. En tant que Vulcain, il fondait ses jugements sur des éléments tangibles, objectifs. Dans des cas semblables, les données étaient transmises à la banque informatique spécialement conçue par lui, un programme jugé si performant pour jauger les entreprises scientifiques qu'il était en usage dans toute la Fédération. La subjectivité était éliminée du processus. Les conclusions, élaborées à partir d'analyses statistiques, étaient irréfutables. Par les Vulcains et par les autres races rationnelles, les résultats étaient acceptés sans discussion. Hélas, de sa propre expérience, il savait qu'il existait beaucoup plus d'êtres irrationnels que d'amateurs de la logique. Toute évaluation un tant soit peu critique blessait l'ego des chercheurs susceptibles. Spock avait affronté assez de situations fâcheuses pour avoir envie de fuir les missions d'évaluation. Mais les années passées dans la flotte lui avaient appris que certaines corvées faisaient partie du service. Le Cousteau était un petit bâtiment prévu pour un équipage maximal de 8 membres. Les ordinateurs de navigation étaient en mode automatique. Chekhov se reposait à l'arrière. Spock en profita pour revoir les données concernant l'équipe de McPhillis et se documenter sur Akala. Il fit défiler les fichiers en accéléré. McPhillis, l'écologique en chef, était originaire de la Terre, des côtes irlandaises pour être précis. Elle avait grandi à Hawaï. Elle avait fait ses études au département de biologie marine de l'université d'Hawaï, où elle avait décroché un doctorat. Puis elle avait reçu sa première bourse de recherche du conseil scientifique de la Fédération. Ces 7 dernières années, elle s'était montrée habile à trouver des fonds pour des études écologiques qu'il avait menées sur 4 planètes très différentes. Un monde sans nom où la vie en était à ses premiers balbutiements dans le limon originel. La planète Kochev, un fossile glacé près de sa fin, sous la pâle lumière d'un soleil mourant. Ramenai 3, la seule planète habitable d'un système trinaire rare, où les créatures géantes, enchâssées dans des exosquelettes en forme de crabe, dominaient un environnement rappelant l'ère des dinosaures. Pour finir, Akala. La planète aquatique avait permis à McPhillis de revenir à ses premiers amours, les écosystèmes océaniques. Détail intéressant, McPhillis était plus jeune que ses collègues. Le docteur Enzo Piretti, natif de Sicile, était âgé de 73 ans. Le docteur Nauroki, le seul extraterrestre du groupe, avait 130 ans, mais c'était un ranicien doté d'une espérance de vie de 3 siècles. Cynthia McPhillips n'avait que 40 ans.
Elle était si célèbre qu'elle avait pu choisir son équipe. Akala était la 3e planète d'un système qui en comptait 6. La seconde, Korim, abritait aussi une forme de vie intelligente. Les Korimiens étaient même plus évolués. Ils maîtrisaient les vols intersidéraux, mais ils avaient clairement fait comprendre qu'ils ne désiraient pas rejoindre la Fédération des Planètes Unies. Spock s'interrogeait sur la politique de recrutement forcené menée par la Fédération. Selon lui, la qualité valait mieux que la quantité. Bien sûr, il était profitable et sécurisant de voir la bannière de la Fédération flotter à travers toute la galaxie. L'agressivité des Klingons, des Romuliens et de d'autres ennemis moins puissants s'en trouvait limitée. Mais certains membres, même s'ils avaient juré de se conformer au code de conduite de la Fédération, ne semblaient pas de très bonnes recrues. Non que Spock ait voulu modifier si peu ce fut la manière de vivre de tel ou tel monde, il souscrivait à la philosophie vulcaine DIC, infini diversité en infinie combinaison. Mais combinaison était le mot-clé. La tolérance et l'acceptation des différences étaient impératives. Certaines planètes concevaient la tolérance à sens unique. Le Vulcain ne prétendait pas détenir toutes les réponses. Il eût aimé que la Fédération se pose au moins quelques questions. Il s'étonnait souvent que son père ait pu mener une carrière diplomatique en étant régulièrement confronté à l'illogisme inhérent de la politique. L'ambassadeur Sarek avait la réputation d'une patience et d'un calme quasiment imperturbables. Spock admirait son père, certain que sa propre nature ne lui permettrait jamais de prétendre à un tel degré de sérénité, pas en matière de diplomatie en tout cas. Les missions d'évaluation étaient déjà assez délicates. L'ordinateur de bord clignota. La bande était finie. Sur l'écran se découpa un globe bleu-gris. Ses 2 pôles étaient couronnés de glace. Un linceul nuageux couvrait la surface. Une seule masse non immergée se détachait. Sur un continent accidenté encadrant l'équateur, une chaîne montagneuse suivait une ligne nord-sud comme une épine dorsale. Les rivages déchiquetés étaient semés de baies et de criques. Les fleuves s'entrecroisaient comme les nervures d'une feuille d'un arbre, reliant de nombreux lacs. Quelques îles de diverses formes affleuraient aux 2 pôles, couverts par les océans. D'autres s'égrenaient le long de la côte ouest. Le trait dominant de cette planète restait ses océans, s'étendant à l'infini. « À quel âge je présume, dit Tchekhov en reprenant place, tout n'est qu'océan. Je n'ai jamais vu une planète avec si peu de terre. On peut comprendre qu'il n'en ait jamais développé d'aviation. » En effet, les voies maritimes suffisent largement. Et moi qui croyais que nous avions beaucoup d'eau sur Terre. Oui, combien Spock 70,8 531%, selon des calculs récents, en tenant compte des fontes glaciaires et de l'accumulation de limons dans les grands deltas. Ça vous range parmi les rapports terre-mer les plus élevés de la galaxie. Leur destination était Tivol, la capitale sise sur les côtes de la baie du Paradis, un port bien protégé de la côte nord-ouest traversé par 3 fleuves qui allaient se jeter dans la baie. Tivol possédait un réseau de canaux très développé. Le Cousteau en était encore éloigné. La rotation de la planète faisait disparaître le continent du champ de vision des caméras. L'autre hémisphère était saisissant. Quelques affleurements, probablement les cimes des volcans et des montagnes immergées, pointaient des flots bleu-vert comme des miettes oubliées. Pas grand-chose à voir de ce côté-ci, remarqua Tchekhov. Rien d'apparent, mais les océans sont connus pour abriter des éléments de grand intérêt, monsieur Tchekhov. L'histoire de votre propre planète abonde en surprises arrachées aux profondeurs marines, au terme de décennies et même de siècles d'exploration. C'est vrai, je me souviens d'articles sur un poisson découvert au XXe siècle, alors qu'on croyait l'espèce éteinte depuis des millions d'années. Le colacanthe, dit Spock. Note à l'inter. Les colacanthes sont un ordre de poissons sarcotérigiens. Il en existe de nombreux fossiles de 2 espèces vivantes connues, du genre Latimeria calomnea et Latimeria medodeocea. Ils n'ont que peu évolué morphologiquement depuis 350 millions d'années et ressemblent aux ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres, dont ils sont d'ailleurs proches et ils appartiennent à la même classe. Ils possèdent une poche de gaz avec des parois épaisses, qui est le vestige d'un poumon ancestral, utilisé quand ils vivaient près de la surface, aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Elles subsistent chez les espèces contemporaines, bien que celles-ci soient cantonnées aux grandes profondeurs. Cette caractéristique, ainsi que la forme et le mouvement de leurs nageoires, a souvent conduit à qualifier les 2 espèces actuelles, à tort, de fossiles vivants. Il est plus correct de parler d'espèces reliques. Fin de la note à l'inter. Une orbite rapprochée serait peut-être plus indiquée, monsieur, s'avisa soudain Tchekhov. Calculez la trajectoire, navigateur.
Tchekhov rentra les coordonnées dans la console de navigation. Le Cousteau obliqua vers sa nouvelle ellipse. Ordinateur, dit Spock. Commencez un balayage approfondi de la planète, y compris un quadrillage de l'océan et un classement par catégorie des formes de vie. La navette accéléra pour dépasser la vitesse de rotation d'Akela, rapprochant rapidement de l'hémisphère illuminé par le soleil. Tchekhov reçut un message des autorités. Une voix féminine résonna dans la cabine. À la navette non identifiée violant l'espace d'Akala, vous êtes sommé de rebrousser chemin. N'approchez pas, je répète, n'approchez pas. Passé ce point, le gouvernement ne sera plus responsable de votre sécurité. Spock activa le système de communication. Au gouvernement akalien, ici le commandeur Spock du vaisseau scientifique de la Fédération, le Cousteau. Nous sommes en procédure d'approche et demandons votre autorisation. La voix l'interrompit, répétant le message. À la navette non identifiée violant l'espace d'Akala, vous êtes sommé de rebrousser chemin immédiatement. N'approchez pas, je répète, n'approchez pas. Passé ce point, le gouvernement ne sera plus responsable de votre sécurité. Probablement une boucle sans fin, dit Spock, un sourcil levé. Contactez les autorités par le canal codé. Pour plus de sûreté, il réduisit leur vitesse tandis que Tchekhov réglait les appareils. Les premiers mots de l'avertissement retentirent de nouveau, abruptement interrompus. La fréquence était brouillée. Quelque chose sabotait toutes les communications. Le Cousteau entra dans la stratosphère d'Akala. Sous l'éclat brutal du soleil, ils virent ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Une demi-douzaine de vaisseaux spatiaux. 5 étaient d'insignifiants insectes en regard du 6e. Un géant, quasiment de la taille d'un vaisseau stellaire. Sa configuration était toutefois fort différente et dépourvue de grâce. Utilitaire, laide et pesante. Avec sa grande proue carrée couronnant le dôme, ce vaisseau ressemblait à un cube volant. Les 5 autres, plus petits que le Cousteau, étaient taillés en diamant, plus allongés à la proue et tronqués à l'arrière. À leur formation en éventail, Spock déduisit qu'il s'agissait du vaisseau de combat. « Monsieur Spock, ce sont eux qui brouillent les émissions radio !» Reprogrammez les senseurs, Tchekhov. Nous allons avoir besoin d'un maximum d'informations sur ces bâtiments. La formation inconnue ne les avait pas encore repérés. Réduisez la vitesse, suivez-les. Bien, monsieur. Ordinateur, les données permettent-elles de les identifier? Affirmatif, navire enregistré comme chasseur de Corim escortant un cargo. Fascinant, observa Spock. Il n'existe aucune hostilité entre Corim et Akala. Non, monsieur. En fait, je me souviens avoir lu qu'un grand nombre de traités de coopération les lient. En ce cas, pourquoi un convoi militaire corimien et pourquoi avoir voulu nous repousser avec un message automatique? Vos recommandations, Tchekhov. Continuons à maintenir nos distances, mais suivons-les et voyons ce qu'il en est. D'accord. Il régla l'écran sur l'amplitude maximale. L'énorme vaisseau mère remplit leur champ de vision. Puissance maximale au bouclier déflecteur, monsieur Tchekhov. Le Russe obéit. L'éclairage diminua et les voyants d'alarme clignotèrent. L'alerte jaune se déclencha. Le convoi ralentit et entra en orbite polaire. Spock modifia leur trajectoire en conséquence. Très intéressant, dit-il. Leur itinéraire paraît bien établi. Analyse, monsieur Tchekhov? Le Russe tapa frénétiquement sur son clavier. Les résultats apparurent à la seconde suivante sur un petit écran à sa droite. Ils sont en orbite géosynchrone, à 600 km d'altitude et à approximativement 5000 km de la côte, et 600 au nord de l'équateur. Les senseurs indiquent qu'ils sondent les profondeurs. Ils semblent chercher quelque chose. Dériver un quart des capacités de nos senseurs pour sonder le même secteur. Tchekhov se pencha sur sa console et modifia certains réglages. Il sentit la navette changer de trajectoire et gagner de la vitesse. Quoi qu'il cherche, il semble qu'il l'ait trouvé, dit Spock, se lançant à la poursuite de l'ennemi. Du nouveau, lieutenant? Oui, monsieur, des formes de vie en abondance. Il y en a tant qu'il est presque impossible de les analyser. Enregistrement au maximum, nous les examinerons plus tard. Le convoi corimien plongeait vers Akala comme s'il s'agissait d'un raid. Le Cousteau le pistait. L'angle aigu de descente des corimiens força Tchekhov à se concentrer sur les senseurs pendant que le cargo utilisait la friction atmosphérique pour réduire sa vitesse. Altitude 130 km, vitesse 8000 km à l'heure. La luminosité corail qui auréolait le Cousteau vira à l'orange foncé, et la noirceur du cosmos se changea en indigo, en cobalt et enfin en azur. Les étoiles se brouillèrent puis s'effacèrent devant l'astre solaire. Au-dessous, un parterre duveteux de nuages semblait se dresser. Avec un brutal frémissement, ils plongèrent dans l'épais linceul d'une uniforme grisaille. La pluie battante percuta leur écran en même temps que le vaisseau corimien qui volait devant eux. Altitude
5 kilomètres, continua Tchekhov. 4, 3, 2... Monsieur Spock, 10 bateaux convergent vers le même point. Il écouta leur communication. Ce sont des patrouilleurs acaliens. Les vaisseaux corimiens ne sont pas les bienvenus. Il grimaça en analysant de nouvelles données. C'est impossible, je n'ai jamais vu un flux magnétique aussi puissant généré artificiellement. Il provient du vaisseau mère. Spock se pencha pour lire les données. Je vois, monsieur Tchekhov. Il semble créer un champ d'énergie. Je crois que nous allons bientôt savoir pourquoi ce convoi n'est pas le bienvenu. L'océan bouillonnait avec une violence croissante, secouant les patrouilleurs acaliens qui filaient à toute vitesse. Très au-dessus, la masse sombre du vaisseau mère corimien poursuivait sa descente en chute libre. Les gardes-côtes acaliens avaient de plus en plus de mal à affronter les flots. Les vagues étaient désordonnées, imprévisibles, écumantes et déferlantes. Plus les vaisseaux ennemis approchaient, plus la mer se démontait. « Ça s'est arrêté, » murmura Tchekhov. « Il plane !» Sur l'écran, le monstrueux cargo s'était immobilisé, 1000 mètres au-dessus des flots déchaînés. Les lance-roquettes acadiens firent feu. Les vaisseaux de combat corimiens brisèrent leur formation géométrique pour répondre à l'attaque. 2 furent touchés de plein fouet et se désintégrèrent dans une gerbe de déflagration bleue. Le trio restant monta très au-dessus du vaisseau mère, pour ensuite piquer sur la patrouille acalienne et la mitrailler. La petite flotte dut renoncer à sa défense du territoire, déjà très compromise par la tempête. Survivre devint sa priorité. Spock fit apparaître sur l'écran une image infrarouge de la scène. Les torsades pourrouetaient un noyau indistinct. Les taches de vert et de bleu indiquaient les températures bien inférieures des eaux, loin de la zone de perturbation. Très ingénieux, remarqua Spock. Quoi donc, monsieur ? Le grand vaisseau fabrique un ouragan miniature. Le champ d'énergie a provoqué une onde de choc dans les courants aériens, emprisonnant de la vapeur au niveau de la mer. Cet amas contient de l'énergie, la chaleur absorbée à partir des rayons du soleil. Quand cette vapeur est aspirée vers le haut, elle refroidit, se condense et se réchauffe. La force de Coriolis provoquée par la rotation planétaire focalise les vents au centre de ce système à basse pression et les imprime au mouvement en spirale, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il faut le préciser. Tout cela pour combattre la patrouille ? S'étonna Tchekhov. Je les soupçonne d'avoir un autre but, même si c'est une arme air-mer efficace. Que manigancent-ils ? Bientôt, ils assistèrent à la phase suivante de l'opération. Le vaisseau mère piquait du nez vers l'océan. La tempête artificielle augmenta encore, la furie des rafales se jouant des frêles garde-côtes. La partie inférieure de la proue du cargo bâilla comme les mandibules de quelques prédateurs cauchemardesques. « Monsieur Spock, la pression barométrique baisse tout autour du vaisseau. Elle est presque à 0 au centre de l'orage. Pression négative à présent. » Un entonnoir jaillit de la surface des flots, libéré des contraintes de la gravitation par le champ d'énergie. Le vortex sembla s'immobiliser. Le cargo plongea jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres des lames écumantes. Le geyser fut aspiré par sa gueule gigantesque. 3 garde-côtes avaient été avalés. Les survivants tentèrent de se dégager de l'orage généré par le champ d'énergie. Ils chevauchèrent des montagnes d'eau pour retomber, flagellés par la furie des flots. Analyse de cet entonnoir, Tchekhov. Eau de mer, traces d'éléments et des milliers de formes de vie allant du microscopique à des créatures de 25 mètres de long, de la taille de nos baleines. Se souciant peu de la destruction qu'il semait dans son sillage, le vaisseau cargo vola au ras de la surface de l'océan, aspirant des milliers de tonnes d'eau. Des torrents d'eau retombèrent en cascade depuis ses grilles ventrales. « Un système de filtre !» dit Tchekhov, le regard rivé sur ses instruments. « L'eau qu'il rejette ne contient pas de forme de vie. » Enfin, à l'instar de quelques léviathans rassasiés, le cargo reprit de l'altitude, flanqué de ses vaisseaux de combat. Ils découvrirent le Cousteau en virant de bord. 2 petits chasseurs se détachèrent du groupe et foncèrent sur l'intrus. Spock tenta d'ouvrir une fréquence. Il n'obtint que de la friture. Manœuvre d'évitage. La navette vira brutalement de bord. Ses poursuivants passèrent en flèche au-dessus d'elle. Spock espéra qu'ils ne considéreraient pas que des témoins indésirables valaient la peine d'une chasse acharnée. Monsieur Tchekhov, calculez la trajectoire la plus courte vers le continent acalien. Sans délicatesse, Spock poussa l'accélérateur à la vitesse d'impulsion maximale et la force G les plaqua contre leur siège. « Bon sang !» Le Russe jeta un coup d'œil au senseur. « Ils sont faits pour ça, pas nous !» Spock répliqua en lançant le Cousteau dans une folle spirale tout en conservant le cap sur le continent.
Les premières salves de canons corimiens frôlèrent les flancs de la navette. Tchekhov afficha les relevés tactiques sur l'écran du contrôle du Vulcain. Les chasseurs ne les lâchaient pas d'un pouce. Spock poussa l'accélérateur et coupa les moteurs. Les vaisseaux corimiens les dépassèrent à toute allure. Ils cherchèrent à imiter la manœuvre, mais trop tard. Tchekhov eut un méchant sourire. « Bien joué, monsieur Spock. » Espérons que ça suffira. Le Vulcain relança les moteurs à la vitesse maximale. Ils couinèrent en guise de protestation. Le continent était en vue, ses côtes planes et protégées par une guirlande d'îles océaniques qui jaillissaient des flots. L'écran tactique montra que les chasseurs n'abandonnèrent pas la partie. Une fois à bonne portée, ils lâchèrent une deuxième rafale. Spock réagit une fraction de seconde trop tard. La navette fut touchée 2 fois à la poupe. Une fumée âcre monta de la soute, leur brûlant les yeux. Tchekhov coupa les moteurs principaux et brancha les batteries de secours. La mousse chimique du système automatique de sécurité entra en action pour combattre l'incendie. Au dernier instant, les chasseurs se détournèrent et partirent rejoindre leur escadron, déjà dans la stratosphère. « Nous avons de la chance, soupira le Russe. J'ai cru qu'ils allaient nous réduire en poussière. » Les Vulcains ne croient pas à la chance, monsieur Tchekhov. Et même s'ils y croyaient, je serais forcé de vous contredire. Nos moteurs principaux sont hors service, nos batteries endommagées, tout comme les systèmes de navigation et de guidage. Nous n'avons peut-être plus assez d'énergie pour atteindre la Terre. Mais cette navette est amphibie. Nous ignorons l'étendue des dégâts causés à la coque. Le navire n'est peut-être plus en état de flotter. Si nous amérissons, nous risquons de couler. Se mordillant la lèvre, Tchekhov contempla son supérieur sans mot dire. « Eh bien, pensa-t-il, nous autres les Russes sommes censés avoir l'âme fataliste. Je me rends dans la soute pour contrôler notre équipement de survie. Une idée constructive. Je vais tenter un atterrissage de fortune. Même si vous n'y croyez pas, bonne chance, monsieur. » La chance, comme nous venons de le voir, monsieur Tchekhov, est une notion toute relative. Ils eurent relativement de la chance, même s'il leur fallait combiner leurs talents pour diriger manuellement le vaisseau vers une île proche de la côte. Le cousteau heurta l'eau et ricocha comme un caillou avant de se stabiliser. Tchekhov activa les éléments de flottaison. Son collègue contrôla l'environnement. Température 33 degrés, humidité 81%, une latitude équatoriale, monsieur Tchekhov. Les Russes, soupira le lieutenant, n'ont jamais été faits pour vivre dans des forêts tropicales. Nous nous efforcerons de réduire au maximum notre séjour, lieutenant. Nous sommes à environ 2 km de la terre ferme. Nous devrions abandonner la navette. Tchekhov alla préparer le canot de sauvetage. Spock mit les disquettes, les cartes de l'état-major dans les sacs hermétiques. Le lieutenant revint, trempé jusqu'aux genoux. « Est-ce grave ?» demanda Spock. « Je n'ai pas repéré les voies d'eau. La ligne de flottaison est bientôt submergée, mais tout est prêt. » Le Vulcain lui tendit 2 pactages et en prit 2 aussi. Ils émergèrent par l'écoutille supérieure. Une fois le canot de sauvetage gonflé, ils embarquèrent. À l'aide de la télécommande, Tchekhov obtura l'écoutille. Spock tira d'un compartiment une paire de tricorders et diffuseurs. « Cap sur le continent, monsieur Tchekhov. Nous ferons le point ensuite. » Tchekhov acquiesça et se dirigea vers l'île volcanique qui leur faisait face. « Peut-être trouverons-nous des danseuses en pagne qui nous accueilleront comme des dieux. » Peu probable, lieutenant. Il serait plus intéressant de tomber sur des indigènes qui puissent nous guider jusqu'à Tivol. Pourquoi pas les deux, commandeur ? La plage s'étendait comme un étroit tablier grisâtre ceignant l'île. Tchekhov coupa les moteurs et laissa le ressac les déposer en douceur sur le sable rocailleux. Les 2 hommes sautèrent de l'embarcation et la tirèrent au sec. Une forêt tropicale bordait la mince bande de terre. À en juger par les algues éparses, la marée haute devait recouvrir la plage. L'air était saturé d'humidité. Ils se débarrassèrent de leurs vestes d'uniforme. Spock n'était pas plus adapté aux régions tropicales que son compagnon. Si sa planète natale était renommée pour sa chaleur, elle était aussi aride qu'un lit de rivière desséchée. Ils tirèrent l'embarcation au-delà de sa bande sablonneuse et l'amarrèrent à 2 troncs d'arbres noueux. Curieux, Spock alluma son tricorder. La montagne portait un épais manteau de végétation à la base, sa cime disparaissait dans le brouillard. Il y a des signes d'activité dans le noyau. L'inquiétude se lut sur le visage du lieutenant. Mais pas d'indication d'éruption récente, ou imminente. Spock revint s'asseoir sur le bord du canot pneumatique et lut une disquette sur son tricorder. L'île se nommait Chilu. Elle était la plus grande d'une grappe de 6. Elle était essentiellement composée d'un volcan vieux de 5000 ans appelé Shizuzeya. La dernière éruption remontait à 200 ans. Chilu était à 100 km du continent et à 900 de Tivol.
Avec son moteur à hydrogène extrait de l'eau de mer, leur canot pneumatique avait une autonomie quasiment illimitée. La navigation se limiterait à suivre les côtes, mais l'embarcation n'était pas rapide et les conditions météorologiques restaient la grande inconnue. Selon toute vraisemblance, leur voyage vers Tivol serait plus long que celui que conduirait l'Enterprise de Vesta V à Akala. La nuit approchant, Spock décida de remettre les décisions importantes au lendemain. Pour l'heure, il valait mieux explorer un peu la forêt alentour et établir un camp pour la nuit. Tricorder levé et fuseur au point, ils s'aventurèrent derrière le rideau de feuilles et de lianes. Le sol, un lit de compost, absorbait le bruit de leur progression. La symphonie de crissaillements et de piaillements, de sifflements, de hurlements et de pépitements qui retentissaient sous la voûte végétale aurait suffi à couvrir la marche d'une armée. Les animaux, eux, restaient invisibles. Passé la première ligne de broussailles, le terrain se dégagea. Les plus hauts feuillages voilaient les rayons du soleil, contrariant la croissance de la végétation. « Il y a tant de vie ici !» fit observer Tchekhov. Oui, les forêts tropicales sont souvent les écosystèmes les plus riches d'une planète. Sur la Terre, elles furent détruites à une telle vitesse au XXe et au XXIe siècle que la moitié des espèces connues de la faune et de la flore disparurent en moins de 30 ans. C'est un record dans la galaxie. Un triste record. « J'aimerais voir les animaux qui peuplent cette forêt, » souffla Tchekhov. « Nous le pourrons peut-être, » murmura Spock. Ils s'approchèrent du nombre entre deux arbres noueux. C'était une tonnelle de lianes, de brindilles, d'herbes et de feuilles d'une hauteur de 3 mètres. Un bec jaillit, suivi de son agressif propriétaire. Une créature de haute taille, semblable à un oiseau, avec d'immenses serres et une livrée grise-vert qui tenait du plastron froissé. L'animal piailla en chargeant. Ils battirent en retraite, fuseur au point. Satisfaite d'avoir découragé les intrus, la bête fit halte. Elle ébouriffa ses plumes et pointa le bec vers eux avec une brutale suffisance avant de se retourner dans son antre. Fascinant spécimen. Vu de loin, grommela Tchekhov. Ils coupèrent du bois avec leurs fuseurs et établirent leur camp. Spock monta la tente sur un terrain dégagé. Tchekhov s'occupa du nécessaire à cuisiner. Le repas fut vite prêt. Spock attaqua un ragoût végétarien, Tchekhov du bortsch et un croissant fourré à la viande. Entre deux bouchées, le Russe commença à chantonner une mélodie assez funèbre. De la musique de chambre, monsieur Tchekhov ? Juste un souvenir des feux de camp de la Ligue de la jeunesse, sourit-il. Il s'adossa au tronc d'arbre, les mains nouées derrière la tête. Ah, les étés du Caucase, ou de la mer Noire, passés à cuisiner des guimauves décadentes. Des guimauves ? Eh bien, c'est difficile à décrire. Ce sont de petits cylindres sucrés que l'on fait cuire au-dessus du feu. À première vue, ce n'est pas très nourrissant. Les enfants vulcains ne dorment jamais à la belle étoile ? Ils ne chantent jamais autour d'un feu de camp ? À peine la question posée, il se rendit compte qu'il avait le plus grand mal à imaginer la scène. Nous dormons dehors lors des Caswan, le test que les enfants vulcains doivent passer pour accéder à la maturité. Il faut survivre 10 jours. Mais ça n'est pas ce que les humains appelleraient une partie de plaisir. Non, nous ne chantons pas autour d'un feu de camp, même si les jeunes, en pleine canicule, rejoignent parfois leurs tuteurs pour profiter de la fraîcheur vesparale. « Nous y voilà !» s'écria Tchekhov. « Regarde-t-il les étoiles et les lunes de Vulcain ?» Oui, maintenant que vous le dites. Êtes-vous sûr qu'ils ne chantent pas ? Tout à fait, lieutenant. Que font-ils donc ? Les tuteurs les interrogent sur l'astrophysique. Vaincu par l'incontournable réalité, Tchekhov soupira. Une lumière aveuglante les frappa alors en plein visage. Ils voulurent saisir leur fuseur, mais une voix caverneuse les arrêta à mi-geste. « Arrêtez, main en l'air, à genoux !» Tchekhov tenta de se lever, un coup de poing l'envoya rouler sur le sol. 2 faisceaux lumineux étaient braqués sur eux pour les aveugler et les empêcher de voir leurs agresseurs. Des mains brutales les forcèrent à s'agenouiller et les délestèrent de leurs armes et de leurs communicateurs. On fouilla leur tente. Ils entendirent des chuchotements nerveux, trop bas pour être compris même par Spock. On les remit debout. Hormis des ordres aboyés, on ne tenta pas de communiquer avec eux. Spock risqua une entrée en matière. Notre vaisseau s'est abîmé dans l'océan. Un coup de poing au plexus solaire le plia en deux, plus de surprise que de douleur. « Fermez-la tant qu'on ne vous demande rien !» gronda une voix. Dès que les faisceaux lumineux furent baissés, Spock focalisa sa vision et distingua 5 individus, 3 hommes et 2 femmes, plutôt jeunes, vêtus de combinaisons de camouflage assorties au vert tropical. Le chef était nettement plus âgé que les autres. Il avait le regard d'un fanatique assoiffé de sang. « Vous êtes les prisonniers de l'Alliance du Cap !» déclara-t-il. « Quelque chose à dire ?» Spock le jaugea du regard.
Comme j'essayais d'expliquer, nous avons été contraints de chercher refuge sur cette île. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ça reste à prouver. J'en conviens, néanmoins, puisque vous êtes le chef de ce groupe, vous avez la responsabilité de rester juste. À vous de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Parole courageuse au vu des circonstances. Votre nom ? Spock. Voici Tchekhov. Avez-vous un nom ? Oui, Zev. Puis-je demander contre qui combat l'Alliance du Cap ? Le publican d'Akala et son gouvernement illégal. Assez de questions, Spock. Je veux des réponses. Vous n'êtes pas akalien avec ses oreilles. Vulcain ? Spock acquiesça. Où est votre vaisseau ? À environ 2 kilomètres des côtes. Qu'est-il arrivé ? Nous observions l'altercation entre vos forces et celles de Korim. Pas nos forces, Vulcain, gronda Zev. Nous n'avons rien à voir avec les paladins. Comment s'en sont-ils tirés ? Ils ont été vaincus à plate couture, une pure question de puissance de feu. Zev eut un rire sans joie. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à pas inviter les Corimiens à moissonner nos océans. À présent que les moissons sont devenues pillages, Akala ne peut plus rien pour les arrêter. Vous n'êtes pas liés aux Corimiens ? Nous haïssons les Corimiens, même s'il est difficile de reprocher leur nature à des animaux. Un jeune était parti fouiller le radeau. Il revient avec une veste marron. Des officiers de Starfleet, hein. Voilà qui répond à mes questions. Vous avez quelque chose à voir avec la station scientifique de la Fédération, n'est-ce pas ? Ne mentez pas. Nous sommes des officiers du vaisseau spatial Enterprise, en mission d'évaluation de un vaisseau spatial de la Fédération venu pour la curer. Eh bien, vos amis vont avoir une surprise. Comme le publican. Quant à vous, nous savons, au moins, à quel crime vous accusez. Ligotez-les. Nous n'avons commis aucun crime. Vous et votre ami êtes coupables de conspiration. Conspiration avec qui ? S'exclama Tchekhov. Avec le publican pour cacher la vérité au peuple d'Akala. Si vos savants avaient pris fait et cause pour nous et non pour eux, nous ne serions pas des hors-la-loi maintenant. Nos savants ne prennent pas parti dans des conflits locaux, dit Spock. Encore des mensonges de la Fédération, Vulcain. On nous traque comme des traîtres aujourd'hui. Une fois le publican renversé, quand nous serons à la tête du synode continental, il va y avoir de sacrés changements sur cette planète. En ce qui vous concerne, votre vaisseau est arrivé, vous ferez peut-être des otages de poids. On va vous garder quelque temps. Si vous n'êtes que du menu fretin, il serait toujours temps de vous exécuter. La bande de rebelles gagna la forêt. Quand les premiers rayons de soleil apparurent dans le ciel indigo, ils entamèrent une longue ascension sur les flancs du volcan Chilusea. Ils restèrent à l'abri des hautes futaies, longeant parfois des cratères de lave noire refroidis et marbrés d'or. Au soir, il parvint à une grotte cachée derrière un rideau de broussailles. « Nous allons là-dedans » demanda Tchekhov à la jeune femme blonde qui les escortait. « C'est notre base, de ce côté de l'île. » Le Russe déglutit péniblement, le cœur battant à tout rompre. Les paumes moites et glacées, il devient blanc comme un linge. « Monsieur Tchekhov, vous sentez-vous bien ? » ?»« Très bien, monsieur Spock. Pourquoi le demandez-vous ? » ?»« Votre teint. »« C'est juste que je n'aime guère les cavernes. » »« Je vois. Je vais demander qu'on vous permette de rester à l'extérieur. » Un bruit venu des arbres contraignit les rebelles à se dissimuler à la hâte. Un jeune homme fit feu sur une ombre dans les feuillages. Spock suivit la trajectoire du projectile et vit qu'il avait fait mouche. La jeune femme blonde alla se pencher sur le cadavre de l'intrus. Mort, mais ce n'était pas un paladin. Quand elle se releva, elle tenait la petite dépouille par une jambe. « Qu'est-ce que c'est, Trina » demanda Zev, pointant sa torche sur elle. « Juste un glisseur, dit-elle, exhibant un petit primate aux bandes de peau étirées entre les bras et les jambes. Le repas de ce soir !»« Ils ont l'air un peu nerveux, monsieur, dit Tchekhov. Ce n'est peut-être pas le moment de se plaindre, tant pis pour la caverne. Ils pénétrèrent dans les entrailles de la montagne, les torches léchant les parois rocheuses de leurs faisceaux blafards. « La claustrophobie n'est pas un problème inhabituel, monsieur Tchekhov, murmura Spock. Mais je m'étonne que ces symptômes ne se soient pas manifestés dans l'environnement exigu d'une navette. » Tchekhov tenta d'humidifier sa bouche sèche. Ce n'est pas de la claustrophobie, c'est juste les cavernes. En été, durant un de ces séjours... Ceux avec de la guimauve ? Des gosses plus âgés m'ont dit qu'ils voulaient me montrer quelque chose d'effrayant, mais qu'ils ne me croyaient pas assez brave pour les suivre. Ils ont posé comme condition que j'accepte d'avoir un bandeau sur les yeux. Vous l'avez fait ? Tchekhov hocha la tête. Ils m'emmenèrent dans une grotte et me laissèrent en plan, les yeux bandés. Avant de s'esquiver, ils lancèrent des pierres aux chauves-souris suspendues au plafond. J'ai failli être le premier gosse de 8 ans à faire une attaque. Mais vous êtes adulte maintenant.
N'est-il pas temps de surmonter ces obsessions enfantines? Logiquement, oui. Mais les humains ne sont pas régis par la logique. C'est ce que j'ai cru observer. L'étroit corridor donnait sur une chambre triangulaire à voûte très haute. Éclairée par une demi-douzaine de torches, elle ressemblait à une cathédrale, avec ses stalactites cristallines et ses stalagmites jaillissant du sol comme par magie. Le décor était bien celui d'un repère de guérios, lit de camp métallique, nécessaire de camping et vivre dans des conteneurs étanches. Spock passa rapidement la caverne en revue, enregistrant les moindres détails. Il se tourna vers le Russe, devenu beaucoup plus calme. Cette grotte est aménagée, lieutenant. Souvenez-vous que l'angoisse est le produit d'un intellect indiscipliné. Je sais cela, monsieur. Selon moi, cette grotte présente moins de dangers que nos ravisseurs, sauf si le volcan entre à nouveau en activité et émet des gaz toxiques qui nous tueraient en 5 secondes. Une éruption, d'un autre point de vue, nous mettrait dans une situation délicate. La seule réponse de Tchekhov fut un regard extrêmement dubitatif. Je ne vous reçois pas, monsieur Tchekhov. Spock à Tchekhov. Je répète, je ne vous reçois plus. Je m'excuse, monsieur Spock. J'étais pris par un travail très sérieux.